Elle devait être pendue à l'aube. C'était sans compter sur l'arrivée du pistolero le plus redouté de la région, qui la réclama comme son épouse. Cette fille a empoisonné son patron, chuchota quelqu'un. Elle a vidé le coffre et a tenté de disparaître dans la nuit. Elle se balancera au bout d'une corde avant même que le soleil n'ait réchauffé le sol. Les murmures rampaient à travers la foule comme des serpents dans l'herbe sèche. Des dizaines de bottes soulevaient la poussière tandis que les habitants se rassemblaient autour de la potence de fortune, au centre de la place de Dry Creek. Des caisses en bois, une corde et 2 poutres de travers. C'était tout ce dont la ville avait besoin pour rendre la justice, ou ce qu'ils appelaient ainsi. Élisa se tenait au cœur de ce tumulte, les poignets liés par du chanvre rêche, les chevilles à vif sous les fers. Sa robe, autrefois d'un coton crème immaculé, n'était plus que haillons souillés de terre, de sang et de crachats. Ses cheveux, sales et dénoués, tombaient sur une joue meurtrie et un œil si enflé qu'il refusait de s'ouvrir. Elle ne pleurait plus. Les larmes s'étaient taries des heures plus tôt, quelque part entre les coups et le silence. Quelqu'un dans la foule lança une bouteille, qui se brisa près de ses pieds. « On aurait dû la laisser au loup » siffla une femme. « Brûlez-la » cria un homme. « Non » répondit une voix plus âgée. « La corde est plus rapide. » Le prêtre lisait un texte sur une page humide. Le shérif Rod se tenait à côté, bras croisés, mâchonnant un bout d'allumette. Personne ne la regardait directement. Eliza ne relevait pas la tête. Sa respiration était lente, lasse. Elle n'était pas coupable, mais à Dry Creek, être pauvre et indésirable suffisait. La corde fut passée par-dessus la poutre, le nœud coulant préparé avec soin. Le bourreau, un ivrogne pris de tout, serra le nœud, ses yeux évitant les siens. Le shérif hocha la tête une fois. La corde se resserra autour de son cou. Le bourreau recula. Un instant s'écoula, puis un tonnerre de sabots fit exploser l'air immobile. Des exclamations fusèrent alors qu'un cheval noir chargeait sur la place, se cabrant dans un nuage de poussière. Sur son dos, un homme au long cache-poussière gris cendre se tenait droit, son chapeau à large bord jetant une ombre sur un visage buriné par le silence et l'épreuve. Il sortit un revolver et tira une fois vers le ciel. La détonation claqua plus fort qu'un fouet, figeant la place entière. « Lâchez ma femme » grogna-t-il. Silence. Personne ne bougeait. « J'ai dit, lâchez cette corde » aboya l'homme, son revolver passant du ciel à la potence. Le shérif Rod s'avança. « Mais qui diable êtes-vous » ? « Quelqu'un que vous n'avez pas envie de défier. » Il extirpa un papier de sa sacoche et le lança aux pieds du prêtre. Le document s'ouvrit dans la poussière. Un certificat de mariage. Le bourreau hésita, regarda le shérif, puis recula. L'homme descendit de cheval d'un mouvement fluide. Ses bottes heurtèrent le sol avec un bruit sourd qui fit trembler les planches. Il gravit les marches de la potence. Élisa ne leva pas les yeux, même lorsqu'il lui toucha le bras. « Ça va aller » demanda-t-il à voix basse. Elle ne répondit pas. Ses genoux cédèrent. Il la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la prit dans ses bras et se retourna. Un coup de feu retentit derrière eux, mais son revolver fut plus rapide. Il pivota, tira, et le tireur s'effondra avant même que l'écho ne se soit estompé. Le chaos éclata. Il se hissa sur son cheval avec Élisa dans ses bras,
talonna violemment la bête et s'élança à travers la place, laissant derrière lui un nuage de poussière et de jurons. Les balles déchiraient l'air matinal. Les gens hurlaient. Un autre coup de feu. Il se pencha, protégeant le corps d'Elisa avec le sien, et la corde se balança, vide. Elisa avait disparu. Le soleil venait à peine de franchir l'horizon lorsque l'étalon de Cain déchira les plaines, ses sabots martelant la terre craquelée et l'herbe dorée. Elisa était affalée contre sa poitrine, inconsciente, son visage d'une pâleur fantomatique contrastant avec le sang et la crasse qui tachaient sa robe. Il la maintenait d'un bras tout en guidant les rênes de l'autre, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur les collines déchiquetées au loin. Derrière eux, le grondement faible mais grandissant de la poursuite résonnait comme un orage porté par le vent. Dry Creek ne la laisserait pas partir si facilement. À une bifurcation, Cain fit son premier mouvement. Il arrêta le cheval, descendit de selle et le guida à travers le lit d'une rivière asséchée, marchant à reculons pour brouiller les empreintes. Puis, il rebroussa chemin et partit vers l'ouest, traînant une paire de bottes de rechange derrière lui pour faire croire qu'ils avaient pris cette direction. Le soleil montait, de plus en plus brûlant. Elisa gémit une fois, mais ne se réveilla pas. En milieu de matinée, Cain atteignit un col étroit, caché derrière des broussailles et des affleurements rocheux. Là, niché dans une crevasse, il trouva une petite grotte. Fraîche, ombragée, silencieuse. Il y déposa doucement Elisa, sortit une gourde de sa sacoche et fit couler quelques gouttes sur ses lèvres. Elle toussa faiblement, puis cligna des yeux. Ils s'écarquillèrent en le voyant. « Où? Vous êtes en sécurité, dit-il simplement, la voix rauque mais basse. Si je n'étais pas venu, vous seriez pendu à cette corde à l'heure qu'il est. Ça, ce n'est pas la justice, c'est la loi des loups. Elisa cligna de nouveau des yeux, hébétée. Pourquoi avez-vous... Cain ne répondit pas. Il lui tendit la gourde et se détourna pour surveiller le passage en contrebas. La question flottait entre eux comme de la fumée. Au loin, un nuage de poussière s'élevait. Une équipe de recherche. Les yeux de Cain se plissèrent. Ils avançaient vite, trop vite. « Les chiens de la ville, murmura-t-il, et quelque chose de pire. » Il saisit son fusil, une Winchester usée dont la crosse était noircie par la sueur et le temps. Il vérifia la chambre, arma le mécanisme d'un geste expert. « Elisa, dit-il sans la regarder, on a des ennuis, de plusieurs sortes. » Derrière une crête au nord, un second groupe apparut. Manteau noir, chevaux noirs. Pas des gens du village, des chasseurs de primes. Il en reconnut un. Mendez, un pisteur impitoyable d'El Paso, qui ne posait jamais de questions, se contentant de collecter des têtes. Il n'était pas là par hasard. Cain jura à voix basse. Ceux qui l'avaient payé pour tuer Elisa avaient dû apprendre qu'il l'avait laissée en vie. Maintenant, il venait corriger leur erreur à coups de balle. Il se tourna vers Elisa. « Il faut partir, tout de suite. » Elle essaya de se redresser en grimaçant. « Je ne peux pas, je ne... » « Vous n'avez pas besoin de courir, dit-il. Vous avez juste besoin de me faire confiance. » Cain la conduisit à travers un étroit couloir de roches qui contournait une crête, puis s'accroupit derrière un amas de rochers. De là, ils avaient une vue sur le col. Il attacha son cheval à une racine cachée et desserra la selle pour le faire paraître abandonné.
Puis ils attendirent. Le vent se leva, leur fouettant le visage de sable. Elisa frissonna. Kane cala le fusil sur les rochers, ajusta sa visée. Restez à terre. Des bruits de pas, des sabots, des voix. 3 hommes franchirent de la crête. 2 de la ville, un de l'équipe de Mendez. Kane laissa le premier s'avancer. Un souffle. 2. Puis il pressa la détente. Le claquement de la Winchester déchira l'air. L'homme s'effondra comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Panique. Les autres se dispersèrent pour se mettre à couvert. La balle suivante de Kane faucha le chasseur de primes en pleine course, le touchant en pleine poitrine. Le 3e homme s'enfuit, ses bottes dérapant dans la panique. Kane ne tira plus. Elisa le fixait, les yeux écarquillés, le souffle court. Il abaissa le fusil et la regarda. « Je ne tire que lorsque je sais ce que je vise, » dit-il. Elle ne dit rien, mais dans son silence, quelque chose changea. Pas la peur, pas la gratitude, mais la première lueur de compréhension. Ils n'étaient pas encore en sécurité, mais dans le silence de Kane et dans le corps qui se refroidissait en contrebas, elle voyait quel genre d'homme l'avait sauvé. Pas un héros, pas un mari, mais un homme qui ne manquait jamais sa cible. Le canyon était étroit, une cicatrice sinueuse de pierres rouges et de silence, sculptée par le temps et le vent. Quand Kane trouva le petit abri coincé entre 2 falaises, le soleil était déjà bas, peignant le ciel de traînées de cuivre et de sang. Il descendit de cheval sans un mot, souleva Elisa de la selle, encore faible, toujours méfiante, et la porta vers l'alcôve rocheuse où le vent ne pouvait les atteindre. Il la déposa délicatement sur la terre battue, lui tendit une couverture, puis se tourna pour allumer un feu. Des étincelles jaillirent du silex et de l'acier, embrasant le mesquite sec et les copeaux de pin. Les flammes s'élevèrent, lentes mais constantes. Elisa resta longtemps silencieuse. Assise, les genoux ramenés contre sa poitrine, les yeux perdus dans la danse du feu. Sa gorge était à vif, ses muscles endoloris par des jours de peur, de corde et de fuite. Mais son esprit était plus aiguisé que jamais, observant, attendant. Kane était assis en face d'elle, le feu les séparant. Il nettoyait son fusil avec une précision méthodique, chaque mouvement délibéré, silencieux, rodé. Les ombres dansaient sur son visage, cachant ses yeux, révélant la cicatrice qui courait le long de son cou comme une fissure dans une armure. Finalement, Elisa retrouva sa voix. « Vous n'avez jamais répondu, » dit-elle. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» Il ne leva pas les yeux. « Si, je l'ai fait. » Ce n'est pas une réponse. Kane s'interrompit, puis la regarda. La lueur du feu vacillait dans ses yeux. « Parce que vous n'avez pas pleuré. » Elle fronça les sourcils. « Quoi? Quand ils vous ont traîné à travers cette foule, vous ont lié les mains, ont serré la corde, vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas crié, vous n'avez pas pleuré. » Il se pencha en arrière, les bras posés sur ses genoux. « Seuls les innocents font ça. Ceux qui savent que la vérité ne changera rien. Les coupables font toujours du bruit. » Elisa se tourna vers les flammes, ne sachant si elle se sentait comprise ou accusée. « Je n'ai pas pleuré parce que je savais que personne n'écouterait, » murmura-t-elle. « Exactement, » dit Kane. « C'est comme ça que j'ai su. » Le silence revint, plus dense cette fois. Elle bougea. « Vous en savez plus sur moi que vous ne le devriez. » Les mains de Kane s'immobilisèrent. « Vous saviez que ma mère était morte de la fièvre, »
continua-t-elle. Vous saviez pour la brûlure sur ma main gauche que je travaillais à Riverbend, que Je vous ai observé pendant 12 jours, l'interrompit Kane, la voix calme mais ferme. Avant la pendaison. Son sang se glaça. On m'avait payé pour vous tuer, dit-il. Un travail propre, une balle, terminé. Le souffle d'Elisa se coupa. Mais je ne l'ai pas fait, je ne pouvais pas. Il la regarda, vraiment cette fois. Parce que j'ai vu comment vous viviez, j'ai vu les mensonges, je vous ai vu donner votre nourriture à un garçon affamé, prendre des coups pour défendre une autre fille. J'ai vu la peur dans les yeux de votre patron, pas dans les vôtres. Elle ne pouvait plus parler. Vous deviez mourir pour le crime d'un autre, conclut-il. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Kane était allongé près du feu, les yeux clos, mais l'ouïe aux aguets. Eliza resta éveillée, le cœur battant. Elle observait les ombres s'étirer sur les parois du canyon. La vérité dans sa voix résonnait plus fort que n'importe quel coup de feu. Quelque part dans l'obscurité avant l'aube, elle se leva, rassembla ses affaires, se déplaçant en silence. Elle attrapa ses bottes usées et s'arrêta. À côté d'elle se trouvait une paire neuve, du cuir souple à sa taille, et par-dessus, un morceau de papier plié. Si vous devez fuir, autant le faire confortablement. Elle fixa le mot, les doigts tremblants. Son regard se porta sur Kane, toujours immobile près du feu. Avait-il su qu'elle essaierait, ou avait-il simplement accepté qu'elle puisse le faire? Elle tomba à genoux à côté des bottes. Mais elle ne les mit pas. À la place, elle resta assise en silence. Lorsque le feu crépita une dernière fois et que l'aube embrassa d'or les parois du canyon, elle se leva, marcha vers lui et s'assit de nouveau en face. Kane ouvrit les yeux. Elle soutint son regard. « Je ne vais nulle part, dit-elle. Il eut un très léger hochement de tête. « Je ne pensais pas que vous le feriez. » Ils ne dirent rien de plus. Mais quelque chose avait changé tranquillement, comme la poussière captant la lumière du feu. Une confiance, non pas construite, mais reconnue. Et peut-être, juste peut-être, naissante. Le canyon était devenu plus silencieux au fil des jours. Le ciel, autrefois écrasant, s'était adouci en un bleu pâle, et le vent soufflait doucement à travers les broussailles comme un vieux murmure. Kane était parti chasser des lapins juste avant le crépuscule, laissant Elisa avec le feu et une marmite de haricots qui mijotait. Il n'avait pris que son couteau, faisant confiance à la terre et au silence pour faire la moitié du travail. Elisa rangeait lentement leurs maigres affaires, les gourdes, les assiettes, le bord d'une couverture déchirée. Quand elle prit le manteau de Kane, négligemment jeté sur un rocher, elle le plia avec l'intention de le ranger à côté du sien. C'est alors que quelque chose tomba de la poche intérieure. Elle se figea. C'était un petit bout de papier jauni, froissé, taché au coin. Son nom la fixait, écrit à l'encre passée. Elisa M. 500 $, proprement, payé. Son estomac se noua. Les mains tremblantes, elle déplia entièrement le papier. Le message était brutal. Froid. Sans fioriture. Sans justification. Juste un travail, une cible, un prix. Elle entendit à peine le bruissement derrière elle. Kane sortit des broussailles, un lapin jeté sur l'épaule. Son regard croisa instantanément le sien. Il vit le papier et il ne broncha pas. Elle ne dit rien, se contentant de le lui tendre. Kane laissa tomber le lapin près du feu et s'approcha lentement. Il prit le papier de sa main et le replia sans un mot.
On vous a payé pour me tuer, dit-elle, la voix basse et égale. Oui, répondit-il, pour 500 dollars. Il hocha la tête. Combien d'autres? Demanda-t-elle. 21, répondit-il sans hésiter. Vous auriez été la 22e. Élisa sentit ses genoux faiblir, mais elle ne s'assit pas. Elle refusa. Elle le dévisagea, cet homme qui l'avait arraché à un nœud coulant, qui l'avait nourri, protégé, qui avait fait du feu quand ses mains tremblaient trop pour frapper le silex. Vous m'avez observé pendant 2 semaines, dit-elle. Pendant tout ce temps, j'essayais de décider, l'interrompit-il. Décider quoi? Sa voix se brisa. Kane la regarda droit dans les yeux. Si vous étiez quelqu'un qui méritait de mourir, et... Il grimaça et inspira lentement. Vous ne l'étiez pas. Eliza détourna le regard, les yeux humides maintenant, non pas de peur, mais d'une étrange forme de trahison. Elle avait su que le monde était cruel, mais pas si précis, pas si méthodique. Kane se dirigea vers sa sacoche, sortit le revolver de son étui. Sans cérémonie, il s'avança et le posa doucement sur le rocher entre eux. « Si vous voulez que ça se termine, dit-il, vous pouvez le faire. » Le souffle d'Eliza se coupa. Ses yeux se posèrent sur l'arme. Ses doigts ne bougèrent pas. Kane se tenait immobile, les bras ballants, désarmé. « Je ne fuirai pas. Je ne vous arrêterai pas. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis Élisa fit un pas lent en avant. Sa main se tendit. Elle ne toucha pas l'arme. Elle ramassa le papier et le déchira net par le milieu. Kane ne bougea pas. Elle le déchira encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste que des fragments inutiles qui tombèrent dans la poussière comme de la neige. Elle leva les yeux vers lui. Sa voix était rauque. « Vous n'avez pas fui, vous n'avez pas menti, vous n'avez pas tiré. » Kane eut un très léger hochement de tête. Elle jeta le dernier morceau de papier dans le feu. « Vous m'avez sauvé, Kane. Maintenant, vous avez intérêt à continuer de le faire. » Il la regarda, cette même tempête indéchiffrable dans les yeux. « C'est mon intention, dit-il, si vous me le permettez. » Élisa ne sourit pas, mais quelque chose s'apaisa dans sa poitrine. Pas encore la confiance, mais les cendres de ce qui pourrait le devenir. Le désert s'étendait à l'infini devant eux, vagues de chaleur ondoyant sur le sable doré et la pierre fracturée. Les jours se fondirent dans les nuits. Le vent leur brûlait la peau et le soleil faisait bouillir chaque respiration. Pourtant, ils continuaient d'avancer, Kane menant la marche d'un pas régulier, Eliza derrière lui, apprenant non seulement à survivre, mais à lire la terre comme il le faisait, comme une carte gravée dans sa mémoire. Jamais elle ne se serait crue capable de traverser un vide aussi brutal, mais avec lui, elle ne faisait pas que l'endurer. Elle se transformait. Kane lui apprit à viser. Cela commença avec des boîtes de conserve et des crânes de lapins en équilibre sur des pierres. Au début, ses mains tremblaient, tressaillant à chaque recul du revolver, mais il était patient, lui montrant comment respirer, comment sentir le poids de l'arme, comment attendre l'immobilité avant de presser la détente. Il n'élevait jamais la voix, ne la poussait jamais, se tenant simplement derrière elle, sa main sur la sienne, sa voix basse. « Ne tirez pas pour faire peur, disait-il. Vous tirez pour arrêter. Et si je manque? Alors vous respirez et vous tirez à nouveau. » Une nuit, sous un ciel parsemé d'étoiles et de silence, elle l'interrogea sur son passé. « Comment étiez-vous avant tout ça? » Kane remua le feu avec une branche. Les flammes dansèrent et crépitèrent. « J'ai d'abord été soldat,
dit-il. Puis chasseur de primes, puis plus rien. Pourquoi plus rien? Il fixa les flammes un long moment. Parce que tuer est facile. C'est vivre après qui est difficile. Eliza le regarda alors, non plus seulement l'homme au fusil ou celui qui l'avait emporté hors de Dry Creek. Elle vit le poids sur ses épaules, les années gravées au coin de ses yeux, les nuits où il ne dormait pas. « Je ne pense pas que vous soyez rien, » dit-elle doucement. Il ne répondit pas, mais quelque chose dans sa posture se détendit. Ils approchaient de la fin des terres désolées quand cela arriva. L'embuscade fut rapide, sans avertissement, juste le claquement d'un fusil, puis l'écho. Kane bascula en arrière sur sa selle, le sang fleurissant sur son épaule gauche. Il heurta le sable durement, gémissant, sa main cherchant son arme. Eliza se figea. Un homme sortit de derrière un groupe de rochers, revolver levé. Visage balafré, gilet noir. Un des hommes de Mendez, sans aucun doute. « Lâche ça !» aboya l'homme en visant la poitrine de Kane. « Cette fois, tu restes à terre. » Kane leva son revolver de sa main valide, mais il était trop lent. Eliza bougea. Elle ne réfléchit pas, ne dit rien. Elle visa et tira. L'arme recula dans sa main, plus fort que le tonnerre. Le corps de l'homme sursauta, la balle l'ayant frappé en plein torse. Il chancela, les yeux écarquillés d'incrédulité, puis s'effondra, son arme glissant dans le sable à côté de lui. Un silence total, terrible, s'ensuivit. Kane roula sur le côté, se tenant de l'épaule, le souffle court. Eliza restait immobile, le revolver toujours levé, les bras tendus, la bouche tremblante. Les larmes coulaient sur ses joues, mais ses mains ne s'abaissèrent pas. Kane la regarda. « Ça va aller ?» demanda-t-il entre ses dents serrées. Elle hocha la tête une fois, d'un mouvement tremblant, puis lentement, elle abaissa l'arme. Ses genoux se dérobèrent et elle s'agenouilla près de lui. Son sang imbibait le tissu de ses vêtements. Elle pressa sa main contre la blessure. « Je n'ai pas réfléchi, » murmura-t-elle. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-il en grimaçant. « Je l'ai abattu. »« Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas. »« Je sais, mais je le referais, si c'était pour te sauver la vie. » Kane la regarda, sans fierté ni peur, mais avec quelque chose de plus profond, de la reconnaissance. De sa main valide, il tendit le bras et lui toucha la joue. « Tu m'as sauvé la vie. » Elle secoua la tête. « C'est toi qui as sauvé la mienne d'abord. » Pour la première fois depuis leur rencontre, Eliza se pencha et posa son front contre le sien. Plus de fuite, plus de doute. Le vent du désert hurlait autour d'eux, sauvage et mordant, mais leur cœur, pour la première fois, s'était immobilisé. Ensemble, le ciel prit la couleur de l'acier meurtri, tandis que le crépuscule tombait sur la vallée minière abandonnée. Des collines déchiquetées les encerclaient, telles des dents brisées, silencieuses mais vigilantes. À cheval, Kane s'affaissa contre Eliza, son épaule saignant à travers un bandage déjà 2 fois saturé. Sous les doigts d'Eliza, sa peau brûlait, trop chaude, trop pâle. Elle guida lentement la monture vers l'entrée de la mine. Les étais de bois étaient à moitié pourris, les rails tordus et ensevelis sous le sable. Un panneau de guingois pendait encore à une chaîne rouillée. Durham and Dushet. L'endroit était mort depuis des années, oublié, vide, parfait. Eliza mit pied à terre la première, puis l'aida à descendre. Il tituba, manqua de s'effondrer, mais elle le retint. « Tu vas te reposer maintenant, » dit-elle fermement. « On ne bouge plus. » Kane ne discuta pas.
Il n'avait pas prononcé un mot depuis qu'elle avait abattu le chasseur de primes. Sa respiration était courte, saccadée. Ses lèvres avaient perdu toute couleur. À l'intérieur, la mine était plus fraîche, plus sombre. Une odeur de charbon froid et de roches humides flottait dans l'air. Elle trouva une plateforme en bois abandonnée par les mineurs et l'y allongea, le recouvrant de leur dernière couverture. Elle alluma une petite lanterne en gardant la flamme basse. Les ombres dansaient sur les murs, fantômes des hommes qui n'en étaient jamais ressortis. Il tenta de se redresser. On ne peut pas rester ici trop longtemps. Je sais, murmura-t-elle en s'agenouillant à ses côtés. Mais tu te vides de ton sang, je dois te recoudre. Kane serra les dents tandis qu'elle s'affairait. Enfilant le fil dans le chat de l'aiguille avec des mains tremblantes, elle se força à ne pas pleurer. Il ne tressaillit pas quand l'aiguille perça sa peau, ne dit rien, se contentant de fixer le plafond comme s'il pouvait vaincre la douleur par le seul mépris. Dehors, le vent avait changé. On les pourchassait encore. Elisa vérifia le fusil, chargeant chaque balle qui lui restait. C'est alors qu'elle les vit. Des caisses, poussées dans un coin reculé, à moitié couvertes de poussière et de bâches déchirées. De la dynamite. Vieille, craquelée, mais encore utilisable. Guidée par l'instinct, elle se déplaça, rapide et silencieuse. Elle disposa une série de charges le long du puits inférieur, les relia à une mèche, puis tira une longueur de fil jusqu'à l'entrée. Elle laissa un seul passage ouvert, juste assez large pour que deux hommes puissent entrer à la file indienne. Derrière elle, la voix de Kane était faible. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ils vont venir, dit-elle. Ils viennent toujours. »« Elisa. » Elle se tourna vers lui. « Tu m'as dit que je devais apprendre à tirer. Tu n'as jamais dit que je ne pouvais pas apprendre à me battre. » Kane essaya de protester, mais les mots ne vinrent pas. Ses paupières se fermèrent. Elle l'embrassa doucement sur le front. « Reste avec moi, quoi qu'il arrive. » Une heure passa, puis le bruit de sabots, de bottes, des voix. Elle les entendit avant de les voir, au moins 4, peut-être 5. Ils s'approchèrent le long du sentier comme des loups dans la nuit, armes levées, les faisceaux de leurs lampes découpant les ombres en fragments. Eliza s'accroupit près de l'entrée, attendant, la mèche à la main. « Où est-il » aboya quelqu'un. « Ils doivent être là-dedans » dit une autre voix. « Kane est trop blessé pour aller loin. Laissez la fille. C'est l'homme, le contrat. » Les yeux d'Eliza se plissèrent. Sa main ne tremblait pas. Elle laissa les deux premiers hommes s'engager dans le puits principal. À l'instant où leurs pieds touchèrent les rails, elle craqua l'allumette. La mèche grésilla. Une seconde. 2. Boum! La mine rugit, comme la gueule de l'enfer s'ouvrant d'un seul coup. L'explosion secoua la pierre, projetant un torrent de feu, de roches et de fumée à travers le puits. Des cris résonnèrent un instant, puis plus rien. Juste le silence et le lent effondrement du bois et de la poussière. Elisa revint en courant, toussant, les yeux brûlants. Kane n'avait pas bougé. Elle tomba à genoux, lui secouant l'épaule. « Kane, Kane, réveille-toi, je t'en prie. » Sa peau était plus froide, sa respiration faible. « N'ose même pas, » murmura-t-elle. « Ne me quitte pas, tu n'as pas le droit de choisir pour nous deux. » Elle se coucha contre lui, le serra fort, tremblante.
Je ne te laisserai pas mourir, dit-elle, des larmes chaudes coulant sur ses joues. Pas tant que je respirerai, pas tant que j'aurai des mains pour te tenir. Ses paupières papillonnèrent, à peine entr'ouvertes. Et toi, ça va? Elle rit à travers un sanglot. Imbécile! Kane esquissa un fantôme de sourire. Je t'avais dit de ne pas rester, et je t'ai dit que c'était moi qui choisirais. Elle l'embrassa, un baiser salé, rapide, désespéré. Reste avec moi, Kane, s'il te plaît. Reste, c'est tout. Ses doigts effleurèrent faiblement les siens. Je ne vais nulle part. Ils restèrent étendus l'un contre l'autre sur la pierre froide, le cœur battant, la mine derrière eux scellée par le feu et la fureur. Elle avait choisi, et cette fois, ce n'était pas de fuir, c'était de se battre pour lui, parce que pour la première fois de sa vie, quelqu'un s'était battu pour elle. Kane se réveilla dans une immobilité totale, cette quiétude qui suit le feu, la douleur, après que le monde s'est effondré et que seule la poussière se souvient comment respirer. Il ouvrit lentement les yeux, clignant face à la douce lumière du matin qui filtrait à travers les débris de l'entrée de la mine. L'air était frais maintenant, non plus mordant mais calme, comme si la terre elle-même avait expiré et s'était apaisée. Dehors, un oiseau lança un appel, unique, clair et vif, puis se tut, comme si même le vent n'osait troubler ce qui avait été scellé dans le sang la veille au soir. Il essaya de bouger. Le mouvement tira sur son épaule comme si quelque chose en lui avait été brisé, vidé, laissé à couvert. La douleur était là, profonde et lente, mais elle ne brûlait plus avec urgence. Juste un rappel, juste un fantôme. Et puis, il la vit. Elisa était assise à côté de lui, les genoux ramenés contre sa poitrine, le dos appuyé contre la paroi de pierre. Sa tête avait basculé sur le côté dans son sommeil, mais sa main n'avait jamais lâché la sienne. Ses deux mains l'enveloppaient, comme pour l'ancrer au monde des vivants. Son visage était maculé de cendres, une trace de sang séché près de sa tempe, mais son expression, lorsqu'elle s'éveilla et le vit l'observer, ne trahissait aucune peur, seulement du feu. Tu es réveillé, dit-elle, la voix rauque et douce. Je n'étais pas sûre que tu serais encore là. Il essaya de répondre. Sa gorge était sèche, sa langue épaisse comme la poussière. Il déglutit lentement et articula d'une voix éraillée. Je te l'ai dit, je ne vais nulle part. Elle laissa échapper un souffle tremblant, mi-rire, mi-sanglot, un hoquet bloqué dans sa poitrine qui se passait de mots. Ils restèrent en silence un long moment, enveloppés par le calme de la grotte et l'écho apaisé d'une vie qui n'avait pas été prise. Puis, doucement, elle demanda « S'il n'y a plus personne pour te payer pour tuer, s'il n'y a plus de dettes, plus de contrats, plus de cibles, alors qui es-tu, Kane ?» Il fila lentement, comme si la question était une flèche tirée droit au cœur. Il regarda au-delà d'elle, vers la lumière naissante. Puis, après une pause assez longue pour avoir un sens, il dit « Je suis le dernier homme en qui tu as placé ta confiance. » Elisa ne bougea pas, ne tressaillit pas. Elle le regarda simplement, comme si elle le savait déjà, et avait seulement besoin de l'entendre à voix haute. Son pouce caressa la paume de sa main, un geste lent et délibéré. Sa voix s'abaissa, devenant un murmure qui n'était destiné qu'à lui. Et cette fois, c'est moi qui choisis. Kane la regarda alors pleinement, les traînées de suie sur ses joues, la terre sous ses ongles, la détermination farouche et tranquille dans ses yeux.
Elle n'était pas une demoiselle en détresse, ni une victime, plus une femme qui avait besoin d'être sauvée. Elle l'avait sauvé, lui. Il ne le méritait pas, ne l'avait pas demandé, mais il ne le refuserait pas. Ses doigts, faibles mais chauds, se refermèrent sur les siens. Je ne te laisserai pas le regretter, dit-il. Je ne le regrette déjà pas, répondit-elle. Pas d'excuses, pas de demande de pardon. Inutile. Juste la mine éventrée derrière eux, la route incertaine devant, et entre les deux, une vérité fragile, féroce, indéniable. Elle l'avait choisi, et il avait choisi de rester. La ville frontalière de Loreto était le genre d'endroit où les noms s'effaçaient comme du gin usé, et où les histoires voyageaient plus vite que le vent sur les toits blanchis par le soleil. C'était une ville bâtie sur les secondes chances, le genre d'endroit où le passé était rarement évoqué à voix haute, et où les cicatrices faisaient simplement partie d'une poignée de main. La poussière s'accrochait aux bottes, peu importe combien de fois on les essuyait. La lumière du soleil transformait chaque porche en or et chaque ombre en un refuge pour les secrets. Les ennuis arrivaient généralement sans bruit, dissimulés derrière des sourires imbibés de whisky ou dans le son creux d'une selle revenant à vide, et les gens savaient qu'il valait mieux baisser la tête. Mais pas ici, plus maintenant. Passe à l'orée de la ville, où un petit café empisé se tenait sous les branches inclinées d'un mesquite tordu. Au-dessus de ses portes battantes était suspendue une enseigne peinte à la main, aux lettres passées mais fières. Chez Ellie. Personne ne demandait qui était Ellie. Personne n'en avait besoin. Kane enfonça le dernier clou du volet gauche alors que le soleil commençait à chauffer les planches du porche. Ses manches étaient retroussées, révélant la ligne estompée d'une cicatrice de balle le long de son avant-bras. À l'intérieur, une odeur de café s'échappait avec la brise. Forte, amère, rassurante. Elisa se déplaçait avec aisance derrière le comptoir, son tablier noué serré autour de sa taille, une traînée de farine sur une joue. Elle fredonnait en servant des tamales aux deux cow-boys qui venaient chaque jeudi matin, de l'argent dans une main et des histoires de fantômes dans l'autre. Leur vie s'était réduite à quelque chose de simple, de doux, partagé en demi-sourire, en regard silencieux et dans le rythme tranquille de ceux qui n'ont pas besoin de mots pour tout dire. C'était suffisant, jusqu'à ce que la porte grince. Un homme entra, grand, couvert de poussière, son manteau traînant le vent derrière lui. Ses bottes frappèrent le plancher comme des avertissements. Il ne sourit pas, ne sia pas. Il balaya simplement la pièce de ses yeux de fer froid. Puis il vit Kane. « C'est vous ?» demanda l'homme, la voix craquelée par les kilomètres. Kane ne bougea pas. « Kane Gravehand », poursuivit l'étranger, chasseur de primes d'Elkhorn Ridge. Le café devint silencieux. Le café cessa de couler. Les fourchettes restèrent suspendues au-dessus des assiettes. Eliza s'avança. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne chercha aucune arme. Elle le regarda simplement. « Non, dit-elle, cet homme ne vit plus ici. » L'étranger haussa un sourcil. « Avant, il tuait sur commande, » continua Eliza. « Il appartenait à celui qui payait le plus, mais plus maintenant. Désormais, il n'appartient à personne, sauf à moi. » L'homme les regarda tour à tour. Ce qu'il vit dans les yeux de Kane n'était pas une menace, mais ce n'était pas non plus de la faiblesse, juste une quiétude, une paix chèrement acquise. Il hocha lentement la tête, se retourna et sortit sans commander. Kane expira. Eliza se tourna vers lui, s'essuyant les mains sur son tablier, la voix basse.
Tout le monde n'a pas besoin d'une explication. Les lèvres de Kane s'étirèrent, un sourire, petit mais réel. Ils restèrent là un moment, tandis que le calme revenait dans le café. Le vent balayait la poussière sur le porche. Le soleil entama sa lente descente derrière les collines, jetant une lumière dorée sur tout ce qu'il touchait. Elisa regarda l'horizon, puis Kane, et dit doucement: « On l'avait envoyé pour me tuer, mais il a choisi de me sauver. Et à la fin, c'est moi qui l'ai choisi, pas pour survivre, mais pour enfin me sentir vivante. » Si cette histoire a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez senti le vent du désert, la morsure de la trahison, le tonnerre des sabots et le silence de deux cœurs qui se choisissent dans un monde qui ne leur en a jamais donné la chance, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Bienvenue sur Histoire d'amour du Far West, où la justice est une affaire personnelle, où l'amour est guidé par l'instinct et où chaque balle évitée est une promesse tenue. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits bruts et émouvants de passion, de rédemption et de survie à travers la frontière sauvage américaine. Activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire où l'amour n'est pas toujours tendre, mais où il est toujours vrai. Merci de nous avoir accompagnés dans cette chevauchée. On se retrouve au prochain coucher de soleil.